toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. Les PC qui font tourner macOS, c'est bientôt terminé. En abandonnant l'architecture x86 avec macOS 27, Apple va signer l'arrêt de mort des Hackintosh. Faut-il regretter ces ordinateurs qui ont connu leur petite heure de gloire? On va en discuter avec Christophe. Dans cette émission, on va également parler de la fameuse Ferrari dessinée par Jony Ive, du lancement d'Alexa Plus en France et des dernières rumeurs sur iOS 27. Nous sommes le samedi 30 mai, voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. C'est le calme avant la tempête, pas un seul communiqué de presse français d'Apple cette semaine, mais je crois que ça va bientôt changer avec la VVDC début juin. Salut Christophe, ça va ? Salut Stéphane, mais par contre tu as oublié qu'on a reçu quelques communiqués de presse d'importance de la part d'Apple. J'ai pas toujours compris des sujets, mais il se passait des choses. Oui, c'est des communiqués anglais, on n'a pas forcément... Il y a toujours des communiqués sur Apple TV, bon ça compte pas ça. Et il y avait un podcast à suivre pour la Coupe du Monde, j'ai pas tout compris, mais ça avait l'air bien. Mais ça va toi ? Ça va bien, ouais. Est-ce que tu recharges tes batteries avant la WDC ? C'est bien un grand mot. Sinon, je voulais échanger avec toi sur un sujet là. Qu'est-ce qui se passe là avec Radio France ? Qu'est-ce que c'est que ces histoires de podcasts qui sont un petit peu... Oui, bah du coup les podcasts de Radio France, en tout cas une partie, les plus populaires, j'ai l'impression, ne sont plus distribués instantanément sur Apple Podcast et sur les autres plateformes de podcast. Maintenant, il faut attendre un mois avant de pouvoir écouter, par exemple, celles des émissions Affaires sensibles et le cours de l'histoire. C'est pas totalement nouveau comme stratégie. En fait, déjà, il y avait quelques années en arrière, on avait remarqué que Radio France ne mettait plus les archives en dehors de son application. Et donc maintenant, il faut patienter un peu pour pouvoir écouter les podcasts chez Apple. Et donc, c'est une stratégie de Radio France pour en fait pousser les auditeurs à utiliser son application, quoi. je trouve que c'est assez scandaleux comme méthode de faire. Je pense que voilà, Radio France appartient au service public. Les Français paient les impôts pour le fonctionnement de ceux ou de ces services. Et je pense que c'est tout le contraire qu'ils devraient faire. Ils devraient justement plutôt aller chercher les gens là où ils consomment du contenu, c'est-à-dire sur ces plateformes-là, sur les réseaux sociaux. Voilà, autant de la part d'une entreprise privée, je pourrais le comprendre, mais d'un service public, c'est quand même assez étonnant. En plus, dans le même temps, France Télévisions a fait un peu l'inverse. Là, en annonçant un partenariat avec Google, il y a des émissions qui vont arriver sur YouTube. Donc voilà, c'est vraiment pas la même chose. Mais bon, rassurez-vous, Sortie de veille continuera bien d'être disponible immédiatement sur Apple Podcast et partout ailleurs. Hein. Nous, Parce qu'on n'est pas sur l'application de Radio France. Même un mois après, on n'y est pas encore. Hein. Enfin, peut-être qu'on signera un accord, mais on n'est pas au courant pour le moment. Bon, on va partir sur le tour de l'actu. Vous le savez, évidemment, c'est bientôt la WDC. On va découvrir à cette occasion macOS 27. Et il y a une nouveauté essentielle de ce système qui est déjà connu depuis un an. Cette version ne sera pas compatible avec les Mac Intel. Le Mac Pro de 2019, le MacBook Pro 16 pouces de la même année, ou bien encore l'iMac 2020 ne pourront pas passer sur macOS 27. Cette mise à jour va aussi avoir une conséquence indirecte. Comme Apple va retirer la prise en charge de l'architecture x86, on ne pourra pas installer non plus macOS 27 sur les Hackintosh. Les Hackintosh, si vous l'ignorez, ce sont ces PC qui font tourner macOS. Alors on parle généralement de grosses tours équipées de cartes mères Asus, de cartes graphiques MSI, de RAM cruciale, vraiment des PC quoi. Ça peut paraître un peu bizarre comme idée, mais ces machines ont été à la mode pendant un moment. Au milieu des années 2010, quand le Mac était dans le creux de la vague pour les pros, les Hackintosh ont connu leur heure de gloire. Alors est-ce qu'on va regretter ces PC sous macOS, Christophe ? En tout cas... On en gardera quand même de très bons souvenirs. On s'est beaucoup amusé avec ça. Je pense notamment au fameux Hackintosh de Nicolas. Oui, c'est surtout lui qui avait investi là-dedans, oui. Et de ces petites pauses, oubliez-moi pendant 1 heure ou 2, je dois installer la mise à jour de macOS. On va dire, je me moque, mais en vérité, je crois que très souvent, ça se passait relativement bien.
Et puis, il y avait eu aussi le Peer C, donc c'était ce PC, cette forme de tour qui était vendu par une entreprise allemande. Je me souviens qu'on en avait même commandé un, je sais pas qu'est-ce qui devient. Mais oui, bah c'était une époque où on pouvait un petit peu plus bidouiller qu'aujourd'hui. Après, bon, il faut reconnaître que c'était quand même un phénomène qui était quand même en perte de vitesse. Même avant la sortie de l'architecture Apple Silicon. Et puis, bah, il faut reconnaître que voilà, depuis, Apple a quand même rectifié un certain nombre de choses dans l'entrée de gamme. Et je me posais d'ailleurs la question, imaginons qu'on puisse faire aujourd'hui un Hackintosh avec des puces ARM. Quel serait l'intérêt d'une telle machine? Parce que je crois que Nicolas, à partir du moment où le Mac Studio est sorti, il n'avait plus forcément envie d'un Hackintosh. Et voilà, comme je le disais juste avant, on trouve quand même aussi des Mac mini qui sont relativement performants à des prix très très Ah oui, intéressants. c'est sûr. Mais voilà, j'ai l'impression que dernièrement, ces bidouilles-là, elles servaient surtout à prolonger la vie de Mac OS X sur certains vieux Mac, avec notamment là, le projet Open Core Legacy Patcher. Et là, c'est vrai que les Mac Apple Silicon, à côté, c'est des vraies boîtes noires où on ne peut pas faire grand-chose. Alors voilà, mais je suis assez curieux d'ailleurs, enfin, on approche de la WWDC, ce sera sans doute pas cette année, peut-être pas pour l'année prochaine, mais peut-être pour 2028, 2029. Comment Apple va gérer les premiers Mac équipés de puces Apple Silicon? Combien de temps elle va les supporter? C'est une vraie question et un vrai enjeu. Surtout que bon, mais ça, on a souvent évoqué ce sujet-là. D'ailleurs que maintenant, ton vieux Macintosh sous architecture Intel, voilà, si tu veux lui donner, on va dire, une seconde, voire une troisième vie, tu peux toujours envisager Windows ou une distribution Linux. Là, même Linux sur l'architecture Apple Silicon, ça demeure relativement compliqué. Et puis pour finir, ce qui est intéressant, c'est que les gens qui sont derrière notamment le projet Open Core Legacy Patcher, à la fin, ils ont fini chez Apple, ils ont été recrutés, ils travaillent notamment dans le domaine de la sécurité. Donc comme quoi, la bidouille, ça mène à tout, et je trouve ça à la fois... je trouve ça chouette parce que l'une des personnes qui s'était lancée dans cette aventure Hackintosh disait que lui, il rêvait de pouvoir utiliser Mac OS X, mais il n'avait pas les moyens d'acheter un Mac à l'époque. Et la deuxième personne, elle travaille chez Apple dans le domaine de la sécurité, donc lui connaît relativement bien ces arcanes-là. On va passer à une grosse annonce qui a eu lieu cette semaine. Ferrari a dévoilé intégralement sa première voiture électrique, la Luce. Alors, elle coûte un petit peu plus cher que la Twingo électrique, puisqu'elle sera vendue 550 000 € à la fin de l'année. Alors, pourquoi on en parle? Parce qu'elle a été dessinée par Love From, évidemment. Le studio de Johnny Ive s'est aussi bien occupé de l'aspect intérieur que de l'extérieur du véhicule. L'ancien designer d'Apple a d'ailleurs participé à la promotion, en justifiant certains de ses choix. Il a notamment expliqué que les écrans multitouch n'ont pas leur place dans les voitures, et que rien ne vaut de bons vieux boutons physiques. Christophe, vu le design de cette Ferrari, est-ce qu'on est vraiment déçu que le projet Titan d'Apple n'ait pas vu le jour? Tu l'aimes pas, c'est ça que tu dis entre les lignes? Non, mais je pense que comme la plupart des gens, la première fois que je l'ai vu, je dis ah mais c'est pas une Ferrari ça, enfin c'est vraiment bizarre. Et puis finalement, petit à petit, je m'y fais quand même. Moi, je l'aime bien, donc bon. Après, tu dis, oui, c'est pas 60 000 €, c'est 600 000 €, c'est ça? Voilà, oui. 750 000, pardon, excusez-moi. 550 000, après, oui. avec les 2-3 options qui vont bien, Oui. voilà. À ce prix-là, il y a CarPlay ou pas? Oui. Oui, c'est compatible CarPlay. Parce que je crois que d'ailleurs, alors j'ai pas trop regardé ça en détail, mais pour la navigation, d'ailleurs, je crois que tu es obligé d'utiliser CarPlay ou Android Auto, un truc comme ça. Ouais. D'accord. C'est toujours bien d'avoir un avis de toute façon sur un truc qu'on peut pas acheter. Moi, j'aime bien Ouais. alors, ça a été évidemment... Ferrari a montré sa nouvelle voiture. Et il y avait on avait vu l'intérieur il y a quoi? Il y a 2-3 mois. Enfin, c'était Oui, c'est cet ça, hiver au de printemps. mémoire. Ouais. Moi, je trouvais ça très bien. Et j'aime bien aussi l'extérieur. J'ai l'impression que Johnny Ive s'est beaucoup amusé. D'ailleurs, tu le disais, ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu participer autant à la promotion d'un nouveau produit. Hein. Chez Apple, à la fin, c'était vraiment... les vidéos étaient toujours plus courtes. Ouais.
Voilà, et puis bah, j'ai vu ces vidéos, enfin, je me suis un petit peu intéressé au sujet, j'ai vu que Lewis Hamilton et Charles Leclerc avaient l'air de bien s'amuser, je pense, elle a l'air d'accélérer assez fort, mais c'est normal, vu que c'est une Ouais, Ferrari qui a une voiture électrique, on heureusement. dit rien. Voilà. Mais bon, voilà, moi je me suis dit, il est quand même très très impliqué dans le développement de cette voiture. Alors on a été le chercher, hein, c'est évident, mais et tu l'as d'ailleurs dit dans l'article, mais à quel point ça l'a frustré de ne pas sortir une voiture quand il était chez Apple. Mais pour moi, c'est un peu le... Il s'en est donné à cœur joie, en plus avec, on l'a souvent dit, mais avec l'ancienne équipe de designers d'Apple, il y a vraiment beaucoup de monde qui était chez Apple avant, qui fait partie maintenant de Love From. Il y a aussi Mark Newson, le designer très connu et un grand ami à lui. Donc, s'en est vraiment donné à cœur joie dans ce projet-là. Ouais. Et dans cette affaire, je rêverais de connaître l'avis d'EDQ, donc qui non seulement est patron des services chez Apple, mais qui, quand il a un peu de temps, est au conseil d'administration de Ferrari. Ça doit être très intéressant, les discussions qu'il doit y avoir entre les différents membres du conseil d'administration. En tout cas, puis alors j'ai revu des choses qui sont assez marrantes. Je suis retombé sur des vidéos où il y a une dizaine d'années, on disait chez Ferrari, jamais on ne sortira de voiture électrique et tout. Bah, voilà, 10 ans plus tard, c'est fait. On va parler d'un produit un peu plus accessible. Amazon a lancé cette semaine en France Alexa Plus en bêta. C'est une nouvelle version d'Alexa qui tire parti de plein de modèles d'IA pour être plus naturelle et intelligente. Par exemple, en disant simplement « il fait sombre », Alexa Plus pourra allumer les lumières en comprenant que vous parlez de la pièce où vous vous trouvez. Alexa Plus est également censé anticiper certaines routines, comme chauffer la maison avant votre retour. Le nouvel assistant est gratuit pendant la phase de bêta. Il coûtera ensuite 22,99 € par mois. Oui, c'est par mois. Hein. En fait, bon, c'est une manière de pousser l'abonnement Prime à 7 € par mois, puisque celui-ci inclura Alexa Plus. Et avant cela, Google avait déjà intégré Gemini à son écosystème Google Home. Apple apparaît donc en retard dans ce domaine. Est-ce que ça t'incite à remplacer tes HomePod par des enceintes Amazon ou Google ? Alors justement, tu sais qu'est-ce que je peux faire depuis une semaine? J'ai dû m'acheter un nouveau lave-vaisselle et paraît-il que je peux le commander avec Alexa. Voilà. Ouais, ça, c'est vraiment le C'est futur. l'occasion de tester, là. Et voilà. Et tu sais quoi? Il y a une dizaine d'années, les notifications push, ça servait à, je sais pas, recevoir une news importante, un message, un mail, enfin quelque chose qui sortait un petit peu de l'ordinaire, quoi. Et ben maintenant, je reçois en permanence des notifications push pour me dire que le lave-linge a fini son labeur ou que le lave-vaisselle a fini justement de laver la vaisselle. Ouais, c'est le progrès. Non plus que le sèche-linge pour me dire, voilà, c'est bon, on t'attend. Voilà, bah, c'est beau 2026. Alors, ceci dit, pour répondre à ta question, on a malgré tout 2 appareils Alexa à la maison qui restent relativement utilisés, c'est-à-dire les petits aiment bien interroger Alexa ou Siri pour savoir la météo. Et j'ai quand même l'un d'eux qui est compatible avec Alexa Plus. Et ça, je trouve ça pas mal parce que bon, je me fais aucune illusion sur mes HomePod ou mes HomePod mini. Le nouveau Siri, j'y crois pas un instant. Bah, c'est ça qui m'interroge au sujet du nouveau Siri, parce que là, justement, comme tu le dis, la liste de compatibilité avec Alexa Plus est assez longue. Il faut vraiment remonter aux premières enceintes Echo Dot qui étaient sorties, j'avais regardé. Du coup, c'était en 2018. Celles-ci ne sont pas compatibles, mais celles qui sont sorties après le sont. Donc, j'espère qu'Apple va faire quelque chose de bien dans ce domaine, quoi. Ouais, j'y crois pas un instant. Mais on verra. Mais par contre, tu verras que lorsque le nouveau Siri va être présenté, bah, on va se retrouver à la fin de l'année, enfin, avec le nouvel HomePod mini que tout le monde attend et la nouvelle Apple TV qui va bien avec. Hein. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, enfin, c'est ce que tu disais aussi, c'est que donc, grosso modo, Alexa Plus, Amazon cherche à le financer avec Prime. Mhm. C'est comment Apple va s'y prendre. Ça veut dire que, enfin, de mon point de vue,
il faudra absolument avoir un compte iCloud payant pour pouvoir utiliser ce service. Alors peut-être que dans un premier temps, ce sera en bêta. De toute façon, j'ai bien peur que dans un premier temps, ce soit disponible uniquement en anglais et surtout pas dans l'Union européenne. Donc je pense qu'on n'est pas prêt, on risque d'être encore pas mal frustré avec cette affaire. Mais alors, si vraiment je devais me créer un besoin, je sais que ta question était là, euh, j'aimerais bien avoir un petit assistant avec un écran dans la cuisine. Ça pourrait être assez pratique que lorsque tu suis une recette ou lorsque tu interroges une intelligence artificielle à ce sujet-là. Parce que il y a toujours le smartphone, mais c'est pas hyper pratique. Il faut toujours l'éteindre, le rallumer. En plus, t'as les mains qui sont pas propres. Enfin voilà, c'est pas top top. Et là, si vraiment je devais me créer un besoin, c'est vers ça que je me pencherais. Alors je sais que chez Apple, il y a le HomePad qui est en gestation. Mais je crois que c'est quand même a priori beaucoup plus orienté domotique. Et là, je crois que ma maison n'est pas encore assez domotisée pour pouvoir me créer ce besoin-là. On va terminer le tour de l'actu avec une nouvelle salve de rumeurs sur iOS 27. D'après Mark Gurman, le nouveau système pourrait faire plus de place aux concurrents d'AirPlay, au moins dans l'Union européenne. Les réglages des AirPods pourraient aussi être entièrement revus pour gagner en lisibilité. Le nouveau Siri pourrait avoir une animation repensée qui surgit de la Dynamic Island et une application à part entière. Également, d'après du code repéré par 9to5Mac, iOS 27 pourrait aussi intégrer une protection supplémentaire contre les vols. En fait, le système pourrait identifier un vol à l'arraché en se basant sur plusieurs critères comme l'accéléromètre de l'iPhone. Et dans ce cas-là, l'iPhone se verrouillerait automatiquement afin que le voleur ne puisse plus rien en faire. C'est en fait une protection qui existe déjà sur Android. Et puis on se pose une petite question concernant cette WDC. Est-ce que ce sera le dernier keynote de Tim Cook, Christophe ? Ah, c'est quand même, c'est bien parti pour, parce que bon, je pense qu'en septembre, il s'effacera pour que John Termus soit en mesure de présenter notamment les nouveaux iPhones. Mais bon, est-ce qu'on va vraiment, enfin, on aura tout le temps de faire le bilan de Tim Cook, mais Tim Cook et les keynotes, est-ce qu'on le regrettera vraiment ? C'était un peu le sens de ma question aussi, je voulais un peu t'emmener vers ça. Ah d'accord, ok. Non, parce que, bon, déjà, nouveau format, on va dire, très... Enfin, tous les keynotes ont toujours été minutés, mais là, il y avait enregistré plus de place voilà, au hasard avec ces keynotes enregistrés. Enfin, moi, je trouve que c'est un petit peu triste. Donc, de ce côté-là, je suis quand même assez hâte de voir ce que John Ternus va apporter. Alors, j'imagine bien qu'il n'y aura pas un changement comme ça du jour au lendemain, mais d'ici 1, 2, 3 ans, bon, c'est possible que le format évolue quelque peu. Sinon, par rapport aux rumeurs concernant iOS 27, je crois que tu as à peu près tout dit. On sait quand même pas mal de choses. Mark Gurman s'amuse à feuilletonner et à, donner de petits nouveaux détails tous les 2 ou 3 jours. On a compris de toute façon que ce sera l'année du Snow Leopard, qu'à part l'intelligence artificielle, il ne faudra pas s'attendre à beaucoup de choses, même si j'imagine que macOS 27 aura droit à un petit lifting pour digérer un petit peu mieux Liquid Glass. On a également compris que sur WatchOS, fallait pas s'entendre à un grand cru. Voilà, Apple travaillerait sur une meilleure suivi pour avoir des meilleures données issues de son capteur cardiaque. Bon, voilà. Ceci dit, il y a une chose qui m'a beaucoup amusé, c'est que le fiasco Siri continue. Donc, on a appris tout récemment, grâce à The Information, que la fameuse architecture d'Apple Private Cloud Compute n'était pas à la hauteur pour faire fonctionner le nouveau Siri propulsé par les technologies de Google. Et donc, ceci explique pourquoi lorsqu'on fera une requête vers Siri et que l'iPhone sera incapable de la traiter, que tout ça partira sur les serveurs de Google et à la fin, cela fera les affaires de NVIDIA, car c'est NVIDIA qui fournira les GPU pour faire les calculs correspondants. Bref, cette histoire de Siri, ça a été quand même un fiasco total de bout en bout. Et pour finir et pour boucler la boucle, j'espère que ce dernier keynote de Tim Cook
permettra à Apple de se remettre sur de bons rails dans la course à l'intelligence artificielle. Alors je l'espère, mais à quel prix? Enfin voilà, c'est un échec sur toute la ligne comme on l'a rarement vu. On va voir ça le 8 juin. Eh bien, merci pour ce retour sur l'actu, Christophe, et bon week-end. Bon week-end à tous. Bon week-end à tous, merci de votre fidélité et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Ce sera le dernier avant le keynote du 8 juin. Salut à tous.